Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette actualité environnementale. À peine adopté, l'accord final de la COP28 connaît déjà des oppositions. Des militants écologistes sur le climat ont manifesté leur déception vis-à-vis du texte adopté au matin du mercredi 13 décembre dernier. Les pluies diluviennes ont frappé la Corne de l'Afrique et auront des conséquences au-delà de leur période. En dehors des centaines de morts déjà enregistrées, une famine pourrait s'installer dans la région. Les détails dans ce journal. Et une étude scientifique révèle que plus de la moitié des cours d'eau de la planète passent une journée en moyenne par an sans couler. Comment cela est-il possible et qu'est-ce qui justifie cela? Des réponses dans cette édition. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. De jeunes militants écologistes à Dubaï sont déçus du texte de compromis lors des négociations sur le climat à la COP28. La raison évoquée est que cet accord ne va pas jusqu'à demander l'élimination progressive des combustibles fossiles. Pour ces militants, l'accord final devait être plus exigeant sur la sortie des énergies fossiles. Regardez. L'accord final de la COP28, ovationné à l'issue des négociations climatiques à Dubaï, ne fait pas l'unanimité. Selon des militants écologistes, la nouvelle proposition ne va pas jusqu'à rechercher une élimination progressive des combustibles fossiles, un vœu que plus de 100 pays avaient souhaité et réclamé. Au lieu de cela, l'accord appelle à abandonner les combustibles fossiles dans un système énergétique d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action au cours de cette décennie cruciale. D'après les manifestants présents à Dubaï, cette transition devait permettre au monde d'atteindre un niveau net d'émissions de gaz à effet de serre de 0 en 2050, conformément au principe de la science du climat. Lorsque nous avons vu ce texte, nous avons été déçus. La première chose que nous avons remarqué dans cette atténuation, c'est qu'il nous donne le texte que nous voulons, mais pas dans son intégralité. Nous souhaitons une élimination équitable des combustibles fossiles. Mais dans le texte, il mentionne les combustibles fossiles sans ajouter le terme élimination. Et cet accord ne mentionne que le charbon, pas les autres combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz. De jeunes militants ont organisé une manifestation avant la séance plénière de clôture pour demander aux dirigeants mondiaux de financer une réduction progressive équitable des émissions. Plusieurs formulations des versions précédentes du projet qui avaient le plus contrarié les pays appelant à des mesures radicales pour lutter contre le changement climatique ont été modifiées. Les actions qui auparavant présentées comme facultatives ont été remplacées par un appel des parties à être un peu plus direct. Bien qu'il y ait des bonnes choses dans ce document, dans l'ensemble c'est plutôt médiocre. Particulièrement sur la partie concernant le financement de la transition climatique. Nous ne pouvons pas financer une transition uniquement avec les taxes qui figurent dans le bilan mondial. Rappelons que l'accord final de la COP28, présenté par le Dr Sultan Al-Jaber, a été approuvé au matin du 13 décembre avec de longs applaudissements. La Terre est en passe de battre le record de l'année la plus chaude, mettant en péril la santé humaine et entraînant des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus coûteux et meurtriers. Parlons toujours de la COP28, c'est sous des applaudissements bien nourris qui ont retenti pendant un bon moment au centre d'exposition de Dubaï au matin du mercredi 13 décembre dernier qu'un accord qualifié d'historique a été approuvé par les 194 parties prenantes à la séance plénière de clôture de la 28e conférence des parties sur le climat. Pour la première fois depuis des décennies, les énergies fossiles sont mentionnées dans l'accord final. Suivant. C'est au matin de ce mercredi 13 décembre 2023 que les pays du monde entier ont approuvé par consensus à la COP28 à Dubaï une décision appelant à une transition vers l'abandon des énergies fossiles. À l'ouverture de la séance plénière de clôture, les délégués ont adopté la décision préparée par les Émirats arabes unis, déclenchant de longs applaudissements. Le Dr Sultan Al-Jaber, président de la conférence de l'ONU, a déclaré qu'il s'agit d'une décision historique pour accélérer l'action climatique. Après 2 semaines de négociations acharnées, l'accord conclu avait pour but d'envoyer un signal fort aux investisseurs et aux décideurs politiques sur la volonté de rompre avec les combustibles fossiles. Le sultan Al-Jaber déclare être fier de ce succès historique et les Émirats arabes unis, son pays, sont fiers de leur rôle pour y parvenir, quittant Dubaï la tête haute. Le document préparé par le président émirati de la conférence, dont la publication attendue toute la nuit par les négociateurs, mentionne pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le climat des Nations Unies toutes les énergies fossiles largement responsables du changement climatique. Le texte négocié par les Émirats appelle à une transition hors des énergies fossiles dans un système énergétique d'une manière juste, ordonnée et équitable.
Ceci doit se faire en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques. Le document final ne parle plus de sortie du pétrole, du gaz et du charbon, mais plutôt de transition. Une bannière derrière laquelle se rangeaient plus d'une centaine de pays et des milliers d'ONG. Sultan Al-Jaber, s'évertuait depuis plus de 24 heures à sauver une conférence qu'il avait annoncée comme un tournant à même de préserver l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, adopté en 2015 il y a 8 ans. Un accord qui vise à limiter l'élévation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. À ce jour, seule la réduction du charbon avait été actée à Glasgow à la COP26. Le pétrole et le gaz n'avaient jamais été désignés. L'accord final reconnaît aussi le rôle joué par les énergies de transition comme le gaz pour assurer la sécurité énergétique des pays en développement où près de 800 millions de personnes manquent d'accès à l'électricité. L'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Irak s'opposaient à tout accord s'attaquant aux énergies fossiles qui font leur richesse. Après le coup de maillet entraînant l'adoption du texte final, le rendez-vous est donc pris pour 2024 en Azerbaïdjan pour la COP29. Après Kigali en 2022 et Helsinki en 2023, le Forum mondial sur l'économie circulaire se tiendra à Bruxelles, la capitale belge, du 15 au 18 avril 2024. Il sera question de promouvoir la production et la consommation éco-responsable pour répondre efficacement aux défis du changement climatique et à l'inflation à l'échelle mondiale. Alexandra Adekambi. C'est la Belgique qui accueille le prochain Forum mondial de l'économie circulaire. Du 15 au 18 avril 2024 à Bruxelles, l'événement organisé conjointement par le Fonds d'innovation finlandais Sitra et l'Alliance africaine pour l'économie circulaire réunira les chefs d'entreprise et les décideurs politiques des 5 continents autour de plusieurs ateliers, notamment sur la contribution de l'économie circulaire dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Les 4000 participants du forum aborderont les avancées en termes de technique et de financement de ce secteur, mais également l'inclusion de l'Afrique dans la transition vers une économie circulaire. L'objectif est de promouvoir la production et la consommation éco-responsable dans les secteurs de l'alimentation, de la construction, du textile, ainsi que la création de nouveaux emplois pour répondre efficacement au réchauffement climatique et à l'inflation à l'échelle mondiale. C'est un enjeu majeur qui cadre avec les recommandations formulées en 2023 lors du Forum mondial de l'économie circulaire qui s'est tenu à Helsinki, la capitale finlandaise. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, engagée dans la promotion des politiques de recyclage des déchets auprès des gouvernements, l'Alliance africaine de l'économie circulaire, les réseaux africains pour l'économie circulaire créés en 2017 par l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Rwanda, ainsi que la Banque africaine de développement qui a lancé en 2021 sa facilité africaine pour l'économie circulaire, sont les principales institutions régionales attendues au rendez-vous de Bruxelles au printemps 2024. Direction la Corne de l'Afrique, notons que les pluies diluviennes qui touchent l'Afrique de l'Est depuis octobre sont 2 fois plus intenses à cause du changement climatique. Ces pluies ont fait plus de 300 morts, causé d'importants dégâts matériels et détruit les cultures et le bétail. Cette situation rend vulnérable cette région de la Corne de l'Afrique et engendre une probable famine. Irène Papatina nous en dit plus dans ce commentaire. Les intempéries qui ont touché l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie entre octobre et décembre ont été l'une des plus intenses jamais enregistrées dans la région. Le changement climatique a entraîné ces catastrophes naturelles qui ont rendu les fortes précipitations 2 fois plus dévastatrices. Tant que la planète continuera à se réchauffer, de fortes pluies comme celle-ci seront de plus en plus fréquentes en Afrique de l'Est. Selon un rapport du World Weather Attribution, un réseau mondial de scientifiques qui analyse en temps réel les événements météorologiques extrêmes, il est urgent d'éliminer progressivement les combustibles fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus intenses. La pire sécheresse en 40 ans, qui a frappé la région après plusieurs saisons de pluie et d'inondations, ont laissé des millions de personnes dans le besoin en dévastant les cultures et le bétail.
Selon un rapport publié jeudi par le Programme alimentaire mondial PAM, les inondations dévastatrices menacent d'aggraver l'insécurité alimentaire dans toute l'Afrique de l'Est. Pour le PAM, les pluies diluviennes avec des précipitations 140% supérieures à la moyenne ont détruit des propriétés, des infrastructures, des clôtures et ont fait 2 millions de déplacés en Afrique de l'Est. Le bilan est de 57 morts en Éthiopie, plus de 100 morts en Somalie et au moins 165 au Kenya. Le phénomène El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres, devrait se prolonger jusqu'en avril 2024. De la Corne de l'Afrique, venons au Burundi où le gouvernement de ce pays et la Banque africaine de développement BAD ont procédé au lancement officiel du projet d'entrepreneuriat agropastoral et de perfectionnement professionnel des jeunes et des femmes burundaises. Ce projet, financé à hauteur de 20 millions de dollars, permettra la construction d'un centre régional de formation polytechnique et de reconversion professionnelle à Russie au sein de la capitale Gitega. Irène Papadina nous donne des précisions. Au Burundi, les autorités ont lancé des travaux de construction d'un centre de formation polytechnique agroalimentaire financé à 87% par la Banque africaine de développement. Ce projet vise le perfectionnement professionnel des jeunes et des femmes à Gitega, l'une des plus grandes villes du Burundi. Le fonds mis à la disposition du pays est de 20 millions de dollars. Selon l'économiste Al Kitting, le Burundi est l'un des pays largement agricoles et agropastoral, mais il ne dispose pas suffisamment de ressources essentielles qui peuvent lui donner des devises dans la mesure où son taux d'exportation est assez faible. Ainsi, ce projet représente une excellente opportunité pour le pays. Pour les autorités burundaises, le centre sera bâti sur un terrain de 156 hectares, parmi lesquels environ 142 hectares seront consacrés à la production agro-pastorale. Au moins 2000 étudiants, dont 30% des filles y seront formées et 3000 coopératives participantes bénéficieront des sessions de renforcement de capacité. Au Burundi, la production agricole est menacée par les effets croissants du changement climatique et les modèles de production actuels. Selon les autorités du pays, cette situation n'est pas très favorable à la production accrue en raison d'un certain manque de qualification dans le domaine agricole. Niger à présent, le pays de l'Afrique de l'Ouest prévoit l'exploitation de son pétrole à travers son voisin le Bénin. Le 1er novembre dernier, le champ pétrolifère nigérien d'Agadem, reliant le port de Cotonou, a été officiellement lancé. L'objectif du pays est de transformer sur place le pétrole brut produit. Rafietou Mberikou vous en donne les détails. Malgré les tensions entre le Bénin et son voisin le Niger depuis que le président Mohamed Bazoum a été renversé du pouvoir, les deux États veulent maintenir les relations commerciales et continuer à collaborer sur des projets indispensables. C'est le cas du projet Pipeline Niger-Bénin qui a été concrétisé grâce à l'appui de la Chine. L'objectif du Niger à court terme est de transformer sur place le pétrole brut produit. Ce projet de pipeline qui lie le Niger au Bénin est l'un des projets phares de Niamey. Il a débuté il y a plusieurs années de cela. Pour cela, la junte nigérienne entend mettre en place un système local de raffinage du pétrole brut afin que les populations locales puissent profiter pleinement des fruits de l'or noir. Notre volonté n'est pas de commercialiser du pétrole brut, nous voulons aller vers une raffinerie qui traitera le brut nigérien sur le sol nigérien, a affirmé le général Tiani. Les autorités du Niger et du Bénin ont tout intérêt à collaborer ensemble pour concrétiser les projets destinés à renflouer les caisses. Les deux pays frères ont su faire la part des choses en décidant d'aller au bout du projet Pipeline. Le champ pétrolifère nigérien d'Agadem reliant le port de Cotonou a été officiellement lancé en novembre dernier. Pour la bonne exécution de ce projet, Niamey a pu compter sur le soutien de l'entreprise chinoise PetroChina. D'après le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, tout est prêt pour le début de la phase de commercialisation.
Du Niger, parlons du continent africain en général. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les phénomènes météorologiques extrêmes dégradent les sols et accélèrent l'avancée du désert avec 319 millions d'hectares menacés par la désertification. Pour endiguer le phénomène, gouvernements, entreprises et sociétés civiles s'engagent et mettent sur pied une batterie de projets de reboisement. Mais alors, est-ce que planter les arbres permet-il vraiment de lutter contre le réchauffement climatique? Alessandra Dikambi nous répond dans ce commentaire. En Afrique, la dégradation des sols touche 74% des personnes en situation de pauvreté. Cette conséquence du changement climatique occasionne par ailleurs la perte annuelle de 12 millions d'hectares de terre, des suites de la désertification, soit l'équivalent de 23 hectares par minute. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, qui publie ces données, ajoute que 319 millions d'hectares de terre sont menacés de désertification sur le continent. Il faut aussi rappeler que l'Afrique abrite le plus vaste désert chaud situé dans sa partie septentrionale. Dès lors, tous les moyens sont déployés pour faire face à l'avancée de la désertification et par ricochet, lutter contre les effets du changement climatique. Le reboisement apparaît comme l'une des solutions les plus sollicitées. Selon les experts, le fait de planter les arbres protège généralement le sol et l'aide à conserver ses eaux. Il n'y a pas que le sol qui bénéficiera des avantages de la végétation, le bétail en profitera également de cette végétation. Aussi et surtout, des études démontrent que la photosynthèse pratiquée par les feuilles des arbres permet de stocker le dioxyde de carbone atmosphérique, contribuant ainsi à la diminution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le recours au reboisement comme solution face au changement climatique n'est pas une exclusivité africaine. Il est également à la mode dans le reste du monde. Plusieurs multinationales en ont d'ailleurs fait recours pour compenser leur empreinte carbone. Mais ces dernières années, des études démontrent que la plantation d'arbres est loin d'être la solution face au réchauffement de la planète. Le reboisement n'est qu'une solution parmi tant d'autres, notamment l'efficacité énergétique, la transition vers les énergies renouvelables, la décarbonation des industries et des transports via l'usage de l'électricité verte et des biocarburants. C'est dans cette synergie de solutions que le reboisement peut contribuer efficacement à atténuer le réchauffement de la température à la surface de la planète. Parlons d'environnement et de sciences à présent. Jusqu'au 8 juin 2021, il existait officiellement 4 océans que sont le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien et l'Arctique. Mais la National Geographic a reconnu à cette date un 5e océan, à savoir l'océan Austral. À cette liste pourrait s'ajouter un 6e océan en cours de formation dans quelques millions d'années. Léon Sabo nous donne les détails. Il existe un rift de 4000 km en Afrique de l'Est. Un rift est un endroit où la croûte terrestre d'une plaque tectonique s'amincit en formant en surface un fossé d'effondrement avec pour résultat une cicatrice de la Terre d'environ 60 km de longueur à certains endroits et 6 km de largeur. Ce rift dont on parle pourrait donner un jour naissance à un nouvel océan. D'un autre côté, l'océan Pacifique disparaîtra selon cette nouvelle étude. D'après un article coécrit par les scientifiques Christelle Tiberi, Stéphanie Gauthier et Fleury Spara, l'ouverture de ce rift est néanmoins très lente. Il s'est enclenché il y a 25 millions d'années, soit à une vitesse d'environ 7 mm par an, ce qui est 4 fois moins lent que celui de l'Atlantique. Ce n'est donc pas prévu pour demain l'apparition de cet océan. L'Observatoire terrestre de la NASA déclare que la plaque tectonique somalienne s'éloigne vers l'est de la plaque tectonique nubienne. Les deux plaques se séparent aussi de la plaque arabique du Nord. La professeure de géologie à l'université de Tulane, Cynthia Ebinger, estime que la séparation du continent africain en deux n'est pas inéluctable à cause de la lenteur du processus. Néanmoins, si les plaques viennent à se séparer, soit la majeure partie de la plaque somalienne composée de la Somalie, de l'Érythrée, du Djibouti et les parties orientales de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique se séparent du reste du continent laissant place à une mer, soit la séparation ne concernera que l'est de la Tanzanie et du Mozambique. De toutes les manières, nous ne serons pas là pour assister à ce spectacle phénoménal.
Parlons toujours de science. Entre 50 et 60% des cours d'eau de la planète connaissent au moins une journée sans couler au cours d'une année. D'après la première cartographie à l'échelle mondiale, les ruisseaux, rivières et fleuves permanent et intermittent par moment. Rafitou Mbereko nous donne les détails. Tous les cours d'eau ne se coulent pas toute l'année. Certains tarissent quelques jours ou quelques semaines dans l'année puis reprennent du débit. Ces cours d'eau irréguliers sont encore peu étudiés. Ils donnent pourtant naissance à des écosystèmes différents, des cours d'eau constants et surtout ils sont de plus en plus nombreux. Selon les chercheurs, ces politiques, qui considèrent encore souvent tous les cours d'eau se coulent en continu, sont rarement adaptées. Elles conduiraient du fait d'un pompage trop important, de la pollution ou de la surpêche à des dégradations rapides des cours d'eau. Les raisons d'assèchement des rivières sont multiples. Les échanges eau souterrains rivières s'avèrent cruciaux dans le fonctionnement des rivières. Le manque de précipitations, la réduction de la nappe phréatique, des parties de certains cours d'eau disparaissent régulièrement au cours de l'année. Cependant, il est important de protéger les rivières et pour ce faire, diverses stratégies peuvent être adoptées. Récupérer l'eau de pluie par exemple, planter des arbres, éviter de cimenter les surfaces qui peuvent rester en terre, installer des toits verts pour réduire le ruissellement. Prouver l'utilité d'une rivière consiste également à la protéger. Les cours d'eau sont dotés d'une importance énorme. Les fleuves et les rivières favorisent la biodiversité. Les rivières, ainsi que les eaux et les nutriments qu'elles transportent, alimentent les forêts, les zones humides et d'autres habitats terrestres et abritent un grand nombre de plus de 100 000 espèces d'eau douce selon le Fonds mondial pour la nature. Pour clore cette édition, une question a fait l'objet d'une recherche scientifique sur l'environnement. Il s'agit de savoir comment les océans participent à la limitation du réchauffement climatique. C'est la question à laquelle la journaliste Lorraine Gublin a essayé d'apporter des réponses. Elle met l'accent sur la neige marine qui permet de stocker le CO2 au fond des océans. Léon Sabou prend le relais et nous explique tout cela dans ce commentaire. Les océans jouent un rôle majeur dans la réduction des dégâts du réchauffement climatique. La journaliste Lorraine Gublin se focalise notamment sur la neige marine. C'est un ensemble de petits points blancs qui virevoltent au fond des mers. Cette neige marine est précieuse parce qu'elle permet de stocker du carbone au fond des océans, explique-t-elle. La dite neige marine se forme à partir des phytoplanctons. Elle précise que ce sont des plantes, des végétaux invisibles à l'œil nu qui vivent à la surface des océans. Lorraine continue en expliquant que comme toute plante à la surface de la planète, les phytoplanctons absorbent du CO2 grâce à la photosynthèse et quand ces planctons meurent, ils tombent tout doucement au fond des océans et c'est ainsi que le carbone tombe également et est stocké durant des dizaines de milliers d'années au fond de l'eau. Elle affirme aussi que cette neige marine stockerait 20% de plus de carbone que ce qu'on estimait jusqu'à présent. Malheureusement, ça ne suffira pas à compenser les quantités de CO2 que nous émettons. Il faudrait donc alors préserver cette biodiversité marine, conclut la journaliste. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Green TV International.